Merci à vous deux d'être là. Merci à vous d'être ici. C'est un plaisir de vous accueillir comme à chaque fois. Il y a eu un petit blanc de quelques mois sur les jogs, mais ça a repris. Malheureusement, c'est notre dernier jog avant l'été. Donc il y aura une petite pause cet été et puis ça va reprendre en septembre. Donc c'est chaque fois les seconds mercredis du mois. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez envie de présenter quelque chose. On aimerait bien aussi que la communauté participe, échange, parle des retours d'expérience qui sont faits dans les projets de la région. Donc, n'hésitez pas à me contacter. J'ai de l'avance sur le planning. Il y a des sessions qui sont déjà prêtes pour la reprise après l'été. Mais il y a moyen de placer d'autres séances entre deux. Je pense que plus il y a de juggle, mieux c'est. On a produit des petits autocollants si vous voulez soutenir un petit peu la communauté et le jog. Prenez-les, mettez-les sur votre laptop. Voilà, je vous remercie encore d'être là et puis c'est parti. Ok, super. Bonsoir, merci d'être là. Donc aujourd'hui, on va vous présenter Kotlin from Better Java to Multiplatform. Donc l'idée, c'est qu'on va revenir un peu sur Kotlin et sur les éléments de langage de Kotlin et l'intérêt de Kotlin, d'où ça vient, pourquoi c'est un langage intéressant. Et ensuite, on ira plus dans le détail sur la partie multiplateforme qui est la dernière grosse fonctionnalité qui a été apportée par Kotlin. Donc, d'abord, pour se présenter, moi je suis Gaëtan Zorichak et je fais du Kotlin depuis assez longtemps. Je pourrais avoir un t-shirt, je faisais du Kotlin quand les annotations n'avaient pas d'arrobas, par exemple. J'ai dû faire ma première présentation Kotlin en 2013 et je l'ai utilisé beaucoup sur la partie back. Avant de commencer ce nouveau projet. Donc ça c'est l'équipe complète et puis je vais laisser Pierre se présenter. Ouais, donc Pierre Mariac, je bosse avec Gaëtan depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis de formation développeur Java, mais on a monté pas mal de boîtes avec Gaëtan et dans la dernière, en fait, j'ai plus du tout développé. En fait. Donc pendant 6 ans, j'ai plus touché une ligne de code. Je me suis remis à développer l'année dernière, ça fait 1 an maintenant, sur le projet qu'on va vous présenter en Kotlin. Et donc, je vais essayer de vous montrer également comment on arrive à Kotlin quand finalement on se remet un petit peu au code. Voilà, et donc le troisième larron, c'est Nicolas Baldran, qui est lui plus un profil designer codeur, on va dire. Et en fait, le projet sur lequel on travaille s'appelle Data to Viz. Donc on a créé la société il y a 1 mois, mais on travaille sur le projet depuis 1 an. Et l'idée de ce projet, donc on va vous le présenter parce que c'est important pour que vous ayez le contexte de la présentation, c'est de dire en fait on veut présenter les données de manière plus poussée que ce qu'on a l'habitude de faire avec juste du charting, c'est-à-dire qu'on a dans beaucoup de boîtes ou beaucoup d'endroits, on se retrouve avec des bar charts, des pie charts, plein de choses comme ça, mais finalement des choses assez basiques. Et en fait, on pense qu'aujourd'hui, pour comprendre les données, c'est intéressant d'aller beaucoup plus loin. Et on va pouvoir, si on propose beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de moyens de filtrer, beaucoup plus de manières différentes de présenter les informations, finalement les gens peuvent plus facilement jouer avec leurs données et les comprendre. Donc là, ça c'est un exemple de quelque chose qu'on a fait. C'est les données de Roger Federer. Et finalement, le choix qu'on a fait sur cette présentation, c'est de dire finalement, on peut présenter tous les matchs de Roger Federer. Et donc, chaque carré représente un match de Roger Federer. S'il est rouge, il a perdu le match. S'il est bleu, ça veut dire qu'il l'a gagné. L'intensité du bleu nous donne le niveau d'avancement dans le tournoi. Et puis, après, on peut regarder en fonction du type de terrain, en fonction du type de tournoi, en fonction de l'adversaire. Et en fait, on va pouvoir se faire une idée déjà en repérant des patterns en fonction des années, en voyant les années où il a été très fort, où il a quasiment rien perdu, en voyant sur le type de tournoi ou sur le type de surface là où il est très bon, ou en voyant quelles sont ses bêtes noires en termes d'adversaires. Voilà, mais c'est une autre façon de présenter des données. Et ce qui est particulier, c'est que quand on fait ce genre de choses-là, finalement, on peut très difficilement le faire juste en faisant du paramétrage.
Et aujourd'hui, la plupart des outils de présentation de données s'appuient beaucoup sur du paramétrage. Et alors que là, on a besoin d'un peu plus d'interaction, donc on a besoin à un moment de rentrer sur le code. Et donc notre idée, ça a été de dire, Kotlin présente un certain nombre d'avantages en fait pour faire ce genre de choses, parce qu'on va avoir cette possibilité d'écrire du code qui va être très expressif, d'utiliser des DSL, des Domain Specific Language, on y reviendra un peu plus tard, et aussi à cette possibilité de faire du code multiplateforme. Donc l'idée, c'était de dire cette librairie, on va la développer de manière à ce que notre code puisse être déployé indifféremment sur du JavaFX, dans du navigateur et dans l'Android. Donc c'est ça l'idée de base. Donc on reviendra après sur des exemples de DSL, mais ça vous donne un peu le cadre sur lequel on a travaillé. Donc là, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus, et on s'est dit, on va prendre la librairie la plus performante pour faire ça aujourd'hui dans le monde de JavaScript, qui est D3JS. Et en fait, on est parti de D3JS pour porter D3JS en Kotlin. Donc c'est assez gros. D3JS, c'est des milliers de lignes de code en JavaScript, super optimisé, écrit par... vous prenez un codeur fou en JavaScript qui connaît toutes les astuces, et vous le mettez sur des algorithmes qui sont en plus assez élaborés, et vous imaginez ce que ça peut donner. Donc c'est à ça qu'on s'est confronté, et on a pris les modules un par un pour les porter en Kotlin. Donc on va partir de ça pour vous faire la présentation, et puis on va d'abord commencer par revenir sur Kotlin. Donc d'où vient le langage? Le langage, ils ont commencé c'est donc JetBrains qui a commencé à travailler dessus en 2010. JetBrains, c'est l'entreprise qui est derrière IntelliJ IDEA et tous les outils WebStorm, etc. Maintenant toute la série d'outils basés sur ce cœur de IntelliJ IDEA. Et en 2010, ils commencent à travailler sur ce projet. Ils communiquent dessus à partir de 2011. Et en 2011, il y a 2 posts de blog qui sont assez intéressants. Dans le premier, ils disent ça, on cherche à faire un langage qui soit suffisamment productif pour les environnements d'aujourd'hui et en même temps assez simple à apprendre. Donc là, c'est peut-être référence à un Scala à ce moment-là, de dire voilà, tous les langages n'ont pas la même facilité d'apprentissage. Nous, on souhaite rester sur quelque chose de simple. Et puis le mois d'après, ils font un autre post, et donc ils donnent un peu plus d'informations en disant ce qu'on veut tout d'abord, c'est ce qu'on cherche, c'est pour notre propre productivité. C'est-à-dire que eux, ils ont, à ce moment-là, en 2010, ils ont déjà à peu près 7 millions de lignes de code sur IntelliJ IDEA. Et ce code, c'est un code qui doit bouger tout le temps, etc. Et le nombre de features, de fonctionnalités qu'ils délivrent sur leur outil, il reste constant. Et donc, ils ont besoin d'être productifs en gérant un projet très important. Et comme ils travaillent aussi sur tous les langages, ils se rendent compte aussi qu'il y a des développeurs où il y a des langages où les développeurs sont déjà plus heureux que les développeurs Java, par exemple. Donc ils se rendent compte que les développeurs C# à ce moment-là, ils sont un peu plus contents que les développeurs Java. Et puis qu'il y a des fonctionnalités qui sont quand même intéressantes pour écrire du code. Donc, premier point, notre propre productivité. Et cette productivité, elle va aussi venir de l'expressivité du langage. C'est-à-dire que quand on écrit du code, on l'écrit généralement une fois, on réfléchit dessus une fois, on le pose, mais derrière ce code, il va être relu 10 fois, 20 fois, etc. Et la lecture du code, c'est un élément très important sur votre productivité. C'est à quelle vitesse vous allez comprendre ce qu'a fait quelqu'un d'autre. Et même si aujourd'hui, vous pouvez vous dire, tiens, je suis productif en Java, parce qu'effectivement, j'ai un IDE qui me génère plein de code très rapidement, je m'en rends quasiment même pas compte. À la lecture, ça reste quand même très verbeux, et finalement, vous avez un travail mental à faire pour éliminer ce qui est en trop et arriver à vous concentrer sur vraiment le cœur de ce qui est en train de faire votre fonction. Donc l'expressivité, la lecture est quelque chose d'important. Et donc
dernier point très important, c'est qu'il il ne pouvait pas accepter le moins de compromis sur l'interopérabilité et les temps de compilation. Alors l'interopérabilité, vous imaginez bien que ayant 7 ou 8 millions de lignes de code, ils n'allaient pas réécrire, dire on fait un projet Bing Bang et on repart et on réécrit tout notre code. Donc c'est une contrainte qui est extrêmement forte, mais qui est extrêmement intéressante finalement pour le langage, c'est une compatibilité totale. C'est-à-dire que quand vous manipulez, quand vous êtes dans l'API collection en Kotlin, vous manipulez les mêmes objets collection que les objets Java. Vous n'avez pas, en Scala, ils ont refait leur API collection, et donc vous êtes obligé de faire des wrappers, quand vous passez d'un monde à l'autre, vous allez devoir faire des conversions. Ça, vous n'avez pas du tout à le faire. La compatibilité est totale et vous pouvez avoir votre fichier Kotlin qui est à côté de votre fichier Java et votre fichier Java va appeler les méthodes de votre classe Kotlin et inversement sans difficulté. Pour ajouter juste dans Maven une dépendance et votre projet peut commencer à inclure du Kotlin. Alors, on voit que la version 1, elle est sortie en 2016. Ils avaient été un petit peu optimistes parce que là, ils avaient dit bon, l'année prochaine, on est en version 1. Et puis en fait, ils l'ont laissé quand même, ils ont travaillé un bout de temps avant de le sortir. La version 1, elle est sortie début 2016. Version 1.1, début 2017. Alors, ça, c'est le pourcentage d'utilisateurs sur GitHub, d'utilisateurs actifs dans un langage. Donc, c'est des données qui sont assez réelles, on va dire. Ça utilise toutes les données de GitHub pour voir quels sont les utilisateurs qui travaillent sur quel langage. Et donc, on voit que il y a un point d'inflexion assez intéressant. Début d'année dernière, avant même que Google annonce en fait le support officiel de Kotlin de Google, que Google accepte Kotlin comme langage officiel. Et donc là, ils l'ont annoncé l'année dernière à Google I.O. Mais voilà, on a cette courbe là qui monte à ce moment-là. Il y a des chances que ça continue moi, je crois assez au fait que cette courbe monte assez loin, vu toutes les annonces qui continuent d'être faites. Hier, je ne sais pas si vous avez vu, hier, c'est quelque part des collègues à vous, Southworth, qui font leur technologie radar et qui ont annoncé, OK, Adopt, il y a suffisamment de paramètres pour dire que maintenant, on peut... ils pensent que voilà, Kotlin est prêt pour une adoption générale. Donc voilà, tout ça, c'est un tas de signaux qui disent aux gens, OK, c'est bon, maintenant vous pouvez y aller. La semaine dernière, il y avait Google I.O. L'équipe Android, elle pousse beaucoup Kotlin, quoi. Et ils disent plus, vous pouvez utiliser Kotlin, ils disent, nous vous recommandons d'utiliser Kotlin. Et il y a 35% des développements actuels en Android qui sont faits en Kotlin. L'intégration récente aussi avec Spring Boot 2, du coup. Et l'intégration, et donc sur la partie back, alors ça c'était un élément effectivement aussi assez intéressant, c'est le fait qu'ils aient que Spring ait rajouté quand même un certain nombre de fonctionnalités pour que Kotlin soit encore plus facile à utiliser. Alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on est sur une compatibilité qui est complète, mais on a aussi la possibilité de dire, bon bah, si toi ton code il est en Kotlin, tu peux profiter finalement des fonctionnalités de Kotlin qui vont te permettre d'aller un peu plus loin, d'écrire du code qui va être un peu plus facile à écrire, plus agréable à lire, etc. Alors, je te cherche le clavier. Donc, une pause qui est pas le plus. Je te mets en haut, quoi. Donc, il y a un an de ça, je me remets à coder. Et puis, donc, Gaëtan avait un peu l'idée de ce projet. Ça fait un moment qu'il me parlait de Kotlin en me disant c'est super, il faut que tu en fasses. Donc, un petit mot sur la courbe d'apprentissage de Kotlin. La courbe d'apprentissage de Kotlin, elle est assez longue parce que le langage est riche et il y a quand même des fonctionnalités qui sont très avancées, mais elle est également très douce.
notamment quand on vient du monde Java. Vous allez voir que on peut vraiment tout à fait déjà commencer à écrire du Kotlin dans son projet Java, mais on peut tout à fait aussi commencer à écrire du Kotlin comme du Java. Et puis petit à petit, il y a notamment l'éditeur qui va vous donner des tips, et vous dire, tiens, par exemple ici tu pourrais écrire ça différemment, ou ici tu pourrais utiliser un autre type de collection. Il y a la doc, vous pouvez faire du pair programming, il y a Try Kotlin, le site qui vous permet de tester également, d'apprendre à écrire en Kotlin. Donc vous pouvez vraiment y aller tout doucement et petit à petit avoir du code de plus en plus biomatique et d'utiliser des fonctionnalités de Kotlin de plus en plus avancées. Mais ça se fait vraiment en douceur. On va regarder un petit peu pour que vous voyez. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à nous J'ai interrompre. une question concernant cette partie-là. Là, tu parles vraiment de la partie langage. Oui. Pour tout ce qui est écosystème d'outils, c'est les mêmes. Il y a un écosystème différent qui s'est créé à côté. Alors, si c'est pour du back, c'est ça qui est pratique, c'est que c'est le même écosystème. C'est-à-dire que moi, je disais, là, ça fait quelques années que je code sur la partie back en Kotlin, avec de l'Hibernate, du JPA, du Spring, et finalement toutes les librairies Java, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a rien à, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de spécifique. Cette compatibilité complète, elle est là, et donc on va pouvoir bénéficier de tout ça directement, quoi. J'ai quelques librairies qui sont compatibles avec Kotlin. Du genre par exemple, Mockito, on est obligé d'avoir le parseur qui est non officiel pour faire fonctionner correctement le Kotlin. Et il y avait, bon, après on peut discuter du besoin, mais par exemple, il y en a une librairie, je ne me souviens plus du nom, pour faire du mapping de DTO, qui n'est pas du tout compatible avec Kotlin. Alors, bon, c'est pas, comment dire, par exemple, ce qu'a fait Spring, ils ont fait des ajouts, c'est-à-dire que dans le compilateur, on peut avoir des plugins. Donc Spring, pour faciliter l'utilisation de Spring, ils ont rajouté un élément dans le compilateur qui, par défaut, va mettre sur toutes les entités et tous les composants en fait qui doivent être instrumentés à la volée, il va les transformer en open. C'est-à-dire que par défaut, une classe en Kotlin, elle est final. Donc pour vous éviter à vous d'écrire sur chacune de vos classes open pour que finalement cette partie instrumentation technique qui est faite par des outils comme Spring, comme etc., qui va vous rajouter à la volée en fait, qui va vous créer une sous-classe, etc., pour que ce soit compatible et pour que vous n'ayez pas rajouté ce open, il le fait pour vous. Voilà, mais ça reste à la marge. Et alors Mockito, effectivement, c'est aussi Mockito se base aussi sur la transformation de bytecode à la volée, a priori. Je pense que c'était ça. Donc on est sur des frameworks qui sont sur des frameworks, comment dire, assez intrusifs quand même quelque part dans votre code. Mais pour tout ce qui est utilisation de librairie en tout cas, il n'y a pas de souci. Et du coup, si ça pose souci avec Mockito, il y a des pendants, framework de mock dédiés pour Kotlin ou... Alors, bon, la logique de... il n'y en a peut-être pas besoin. Alors, la logique de JetBrains, c'est de dire, normalement, on n'écrit pas les tests en utilisant des outils comme Mockito. Donc, ils disent finalement, on peut très facilement écrire un petit bout de DSL, même si mon projet nécessite quelque chose de spécifique. Je vais écrire un petit bout de DSL dans mes tests, et puis je vais arriver à monter mon environnement de test qui marchera très bien, quoi. Donc eux, c'est quoi, le code, le cœur de Kotlin est écrit en grande partie en Kotlin. Voilà, et chaque fois, ils disent bon, c'est quoi le type de test que je dois faire, et puis ils font un truc qui va préparer à l'avance leur test. Mais ça a été modifié, il y a une modification, je crois, il y a vraiment pas longtemps, il y a 2 semaines. Je crois que maintenant on peut utiliser Mockito avec Kotlin. Il y a un plugin qui va bien de toute manière pour Mockito qui marche. Il y avait un pas plugin mal. non officiel. Non officiel, mais qui va bien. Il semblerait qu'il y ait une version officielle. Donc on va regarder un petit peu la syntaxe du langage. Et on va recommencer avec le classique Hello World. Donc quand vous avez un développeur à qui vous devez expliquer, ben voilà, tu vas faire un Hello World dans Java, tu vas écrire public, statique,
void main. Et puis donc vous vous retrouvez à lui expliquer peut-être 3 ou 4 concepts qu'il n'a pas forcément besoin de savoir au moment où il doit faire son Hello World. Vous devez créer une classe déjà. Vous devez lui faire créer une classe pour faire Hello World. Voilà. Et donc comment ça marche en Kotlin? Eh bien ici, vous voyez, c'est beaucoup plus concis. On n'a pas besoin de créer une classe, on va pouvoir mettre une fonction dans un fichier, d'accord? Donc finalement, on va éliminer le côté statique. On a ensuite le mot-clé fun pour dire fonction, ici notre fonction main, les paramètres qu'elle prend, et là pour le coup, là, c'est noté à l'inverse de ce que fait Java. Donc on va mettre le nom des paramètres, ici args, 2 points, et puis le type, d'accord, ici un tableau de chaîne de caractères. On voit également que cette fonction main, on n'a pas mis, en Java on mettrait void pour indiquer qu'elle n'a pas de type de retour. En Kotlin ça se fait un petit peu différemment, vous mettez de la même façon que vous avez typé vos paramètres, vous laissez également typer le retour de votre fonction. Donc ici on mettrait unit pour indiquer que cette fonction ne retourne rien. Mais là on voit l'éditeur nous indique que finalement unit c'est pas forcément nécessaire, que c'est un peu redondant. On voit bien que la fonction ne retourne rien, et donc vous n'êtes pas obligé même pas obligé d'indiquer le type de retour. Et ça c'est un point un petit peu général dans la syntaxe de Kotlin, c'est finalement de dire que s'il n'y a pas besoin de le préciser, eh bien, on n'a pas besoin de le mettre. J'avais une question, est-ce que vous savez pourquoi ils ont fait ce choix de mettre le type de variable après la variable? Je suis pas sûr, mais je pense qu'au niveau du parsing, c'était plus simple. L'analyse complète était plus simple. C'est peut-être un des seuls défauts que je trouve à Kotlin, c'est que quand j'écris, parce que j'aimais bien avec Java, c'est que j'écris mon type de variable, et automatiquement il savait le nom probable que j'avais donné à la variable. En fait, ça marche pareil, c'est-à-dire que là maintenant, on commence à taper le nom de la variable et il propose le nom de variable et son type. En fait. Ouais, ça marche plus ou moins. Alors peut-être t'as une version récente ou pas? Ouais, ça a beaucoup progressé au niveau de l'éditeur. Ouais, l'éditeur ces derniers mois a beaucoup progressé. Ouais. C'est vrai, quand j'ai attaqué il y a 1 an, même si je me souvenais d'ID 6 ans avant, mais au début j'étais un peu frustré parce qu'au niveau de l'autocomplétion et des choses comme ça, je ne retrouvais pas toute la puissance d'ID sur de la syntaxe Kotlin. Et là je vois sur une année ça a vraiment beaucoup évolué et on a vraiment toutes les fonctionnalités qu'on avait avant. Donc voilà, on a encore de la fonction, on va afficher Hello World. Ouais, il n'y a plus besoin de point-virgule. Ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. Sur la lecture, sur la fluidité, c'est assez drôle, mais quand vous revenez sur un langage où il y a des points-virgules, vous dites là, je suis revenu dans les années 90, là, ça va pas. Quoi. Après, cette notation reste encore quand même Java parce qu'en Kotlin, on peut le faire quand il y a une seule ligne égale. Ouais, exactement. Ouais, on va voir tout ça. On va regarder ça. Je sais pas, peut-être qu'on en parle après. Hein. Si on veut interagir avec le bout de code qu'on vient de voir à l'instant, du coup, il y a même un autre mystère, il y a println où on ne fait pas d'import sur un système out. Ça, on en parle après. Comment ça alors, ça ou... En fait, dans les, il y a le langage et après il y a la librairie standard. Et en fait, la librairie standard, ça va être tout ce qui, et vous allez accéder à un certain nombre d'éléments sans avoir besoin de faire des imports. De la même façon qu'en Java, il y a des choses que vous pouvez écrire quand vous écrivez système, quoi. C'est tout ce qui est dans Java lang, finalement, vous ne faites pas d'import directement là-dedans. Donc là, le println, c'est la même chose que ça. C'est-à-dire que c'est une fonction qui est dans le package par défaut de Kotlin, et donc il n'y a pas besoin de l'importer. Donc celui-là, c'est pas le println Java, en fait, celui-là. Non, c'est le println. C'est un wrapper, on va dire peut-être au-dessus. Exactement. Okay. Et puis pour appeler la fonction main qu'on avait là, qui était effectivement juste dans un fichier, eh bien on va l'importer après dans n'importe quelle autre classe ou autre fichier. Avec là pour le coup, on va avoir un import avec le nom qu'on a
Il y a encore des... Je sais plus où tu vas aller là. Je vois l'accès jusqu'au fichier. notre nom de Package. ouais, notre package, Namespace. notre namespace. Exactement. Donc là, ça va être assez classique. On va commencer à mettre le nom de notre fonction et puis avec l'autocomplétion, on va avoir l'import qui va se faire automatiquement. Donc, sur les fonctions, donc là on a une fonction et à l'intérieur du corps de notre fonction, on a d'autres fonctions. Vous avez des fonctions, finalement, si vous avez un comportement qui est limité à l'intérieur d'une fonction, il n'y a pas besoin de la mettre en dehors. Vous avez ici cette fonction first, par exemple, on l'utilise qu'à l'intérieur de cette fonction englobante, donc vous allez tout à fait pouvoir la mettre là, plutôt que de déclarer une fonction private ailleurs. Et le point dont vous parliez, c'était la possibilité de déclarer donc, un corps de fonction simplement avec le égal. Donc ici, on voit que cette fonction first, elle est très simple, elle retourne simplement le chiffre 1. Donc on ne va pas mettre les accolades et puis avoir un corps de fonction avec un return 1. On peut simplement écrire fun first égale 1. D'accord ? On voit aussi sur la fonction qui est juste en dessous qu'il y a un mécanisme qui s'appelle l'inférence de type. Et puisque cette fonction second, elle renvoie 2, on n'a même pas besoin d'indiquer quel est le type de retour de la fonction. Il y a l'inférence de type. Bon, quelque chose d'aussi simple qui permet de voir que la fonction second renvoie un integer. Le égal quelque chose, ça signifie qu'il y a un return en fait, absolument, ou enfin, ça peut pas être un type de retour unique là. Alors, ça veut dire que ce qui est sur la partie droite du égal est forcément une expression simple. Et elle donc, retourne forcément quelque chose. et ben c'est ce qui va sortir lister d'expressions. Si elle renvoie rien, ça veut dire que ce sera un type unit. On pourrait faire égal println. Oui, Et si on fait égal println, ça veut dire que cette fonction, le type, ce sera unit. On peut lui dire, après là, quand on est sur une fonction, vous pouvez très bien dire specify type explicitly, donc là il le met. Et donc là, par exemple, si on avait dit égal putain, clavier français. Println de 2. Et donc là, je vais lui dire, et là il va dire, hop, et donc là il me le met tout seul. d'ailleurs, c'est assez pratique parce que quand on a des corps de fonctions qui sont vides, par exemple, quand on override un truc, on peut mettre égal unit plutôt que de mettre des accolades vides. En termes de lisibilité, d'expressivité, c'est effectivement quand on a des fonctions avec un retour très simple, on utilise beaucoup ce... Alors, il faut bien se dire que c'est des possibilités qui sont offertes et que ça va être finalement à vous de décider qu'est-ce qui est le mieux en termes de lisibilité. Il y a des fois, en termes de lisibilité, c'est mieux d'alléger un peu, gagner des caractères, etc. parce que c'est obvious. Et donc, pourquoi rajouter cet effort-là? Par contre, s'il y a besoin de faire un travail mental pour comprendre ou même d'utiliser les touches pour qu'ils nous indiquent, parce que là, si on fait un F1, on se met sur le... ici, on va avoir, il va nous dire tout de suite le type de retour. Mais si vous voulez même pas avoir à faire ça, à ce moment-là, vous l'indiquez. L'inférence de type, c'est voilà, typiquement, des fois, si vous l'omettez, votre code sera moins lisible. Après, c'est à vous de voir. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en Kotlin, des fonctions locales comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est finalement, là, tout à l'heure je voyais que vous aviez clean code ou des choses comme ça. Dans clean code, il y a l'idée de dire finalement c'est bien d'avoir des petites fonctions qui vont représenter quelque part la documentation de ce qui se passe. C'est-à-dire que le nom de la fonction va vous permettre d'isoler quelques 3-4 lignes de code, mais le nom de la fonction va être explicite et va dire ce qui se passe. Et donc des fois, vous pouvez avoir intérêt à faire ça, de dire je crée une fonction locale qui me permet de documenter ce qui se passe, quoi. Et plutôt que de mettre de la doc qui sera moins mise à jour finalement que le code, parce que le code il doit compiler, et ben vous structurez votre code, comme ça. Après, ce qui est aussi intéressant, il y a des fois, ça va vous permettre de faire des choses. Vous allez faire une fonction qui va accéder finalement aux variables du contexte, et donc vous allez avoir quelque chose qui va être assez compact, mais qui va quand même pouvoir accéder juste à la variable du contexte, donc ça c'est intéressant. Et puis le fait
de limiter au maximum vos scopes, et ça on va pouvoir le faire aussi sur les variables, etc., ça va être très intéressant pour la solidité de votre code. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, qui est même si votre classe elle est importante, il est au-dessus, quand il va commencer à chercher ce qui est disponible, il n'aura que ce qui est disponible, il n'aura même pas cette fonction étant à l'intérieur de notre fonction, quoi, si elle était private, on lui proposerait ça, il se poserait la question de l'utiliser. Là, non. Donc c'est une possibilité. Et après, c'est justement ça, ce dont parlait tout à l'heure Pierre, c'est dire Kotlin est un langage très facile à utiliser, c'est-à-dire qu'on peut commencer à écrire comme on écrit du code Java, mais en fait, ça, c'est des fonctionnalités qui vous permettent au fur et à mesure, quand vous allez écrire du code idiomatique, en fait, votre code, il va s'éclaircir encore, il va s'alléger, il va devenir encore plus lisible en utilisant ce genre de choses. Mais au début, vous ne pensez pas forcément à tous les cas d'utilisation de certaines fonctionnalités de Kotlin. On peut tester facilement une fonction dans une fonction. Non, je vois pas. Tu vois, l'idée c'est de dire ta fonction elle est même pas private quoi, donc la tester, non, je vois On teste la pas. fonction qui comprend. Ouais, voilà. C'est plus pour structurer, c'est-à-dire à l'intérieur de mon code, voilà, je structure, mais finalement, c'est quand même ma signature extérieure que je vais, quoi, la signature de ma méthode que je vais tester, pas. Un autre aspect du langage, c'est ici, vous voyez, de pouvoir mettre des valeurs par défaut à vos paramètres. D'accord? Et donc, quand on appelle en dessous println summins sans transmettre aucune valeur aux paramètres, il va prendre les valeurs par défaut, ce qui permet d'éviter d'écrire plusieurs fois votre fonction avec différentes signatures. Vos paramètres sont nommés, ça vous permet également de transmettre seulement un des paramètres. Donc ici, on va simplement transmettre la valeur de tout qu'on met à 0. Et donc, les valeurs 1 et free auront leur valeur par défaut. Et ça aussi, c'est intéressant puisqu'on n'est pas limité à l'ordre dans lequel on déclare, dans lequel on pose nos paramètres. On va pouvoir vraiment en utiliser qu'un seul. Également, en matière de lisibilité du code, la possibilité, voilà, ici, de bien préciser que c'est le paramètre tout qu'on met à 0. Ça, alors déjà, l'éditeur le fait, c'est-à-dire que l'éditeur va vous mettre en surimpression quand vous mettez simplement vos paramètres les uns après les autres. Il va vous afficher la valeur nommée du paramètre en surimpression. Oui. Ouais, ça, c'est pas spécifique à Kotlin, voilà, KTJ. Donc ça, c'est pratique, mais vous pouvez également le préciser vous-même, parce que des fois, quand on a des fonctions un petit peu compliquées, ou des algorithmes un petit peu compliqués, là aussi, ça facilite la lisibilité de votre code. Comment on déclare une variable? Eh bien, c'est le mot-clé var, hein, donc là, aucun souci, c'est assez connu. Il y a la possibilité de déclarer en Kotlin également une value. Et une value, c'est quoi? C'est une variable immutable. Et donc, si vous avez ensuite, si vous voulez changer la valeur d'une value, c'est pas possible. On va tout de suite vous indiquer que cette valeur peut pas changer. Ça aussi, c'est une bonne façon de commencer à coder. Il a été indiqué qu'on a repris pas mal de lignes de code quand on a porté la librairie D3. Je crois qu'on a quasiment 15 000 lignes de code. Il y avait vraiment des algos très complexes sur les projections géographiques, par exemple, ou des algos comme des algos mathématiques comme Voronoi ou ces choses-là. On s'est vraiment frappé du port de code un peu velu. Et donc, ça paraît pas grand-chose, mais avoir pris l'habitude de bien déclarer toutes ces valeurs et puis ne passer en variable que quand on voit vraiment qu'on a besoin que la variable soit mutable, moi, ça m'a évité pas mal de soucis dans mon code avant même de compiler. Il y a beaucoup de choses que l'éditeur m'avait signalées en me disant attention, la variable ne devrait pas être mutable. Il faut bien voir qu'on venait de JavaScript, il n'y avait pas du tout cette notion-là. D'écrire les choses avec ça, ça évite pas mal d'erreurs. Encore une fois, la solidité du code est bien meilleure. Un point sur une autre fonctionnalité qui sont les extensions de fonctions. Alors, l'extension de fonction, ça va vous permettre donc de rajouter une fonction sur une classe qui n'est pas forcément une classe de votre projet. Vous pouvez, ici, on voit
on a une extension de fonction qui s'appelle days2nextTalk et qu'on va rajouter sur un objet de type localDate. Donc vous voyez, ça se déclare d'une façon assez logique. Donc vous avez fun, votre fonction qui s'applique sur un objet de type localDate. Cette fonction s'appelle days2nextTalk et elle renvoie un long. D'accord. Bon, là, ça c'était, oui, on a fait la, ouais, on a fait la présentation, c'était pour Mixit. Donc, et ça devait être donc le 19 avril. Donc cette fonction renvoyait le nombre de jours entre la date du jour et la date de Mixit. Et donc vous voyez comment on appelle une extension de fonction. Ici on crée donc un objet localDate, objet du jour, et on appelle directement sur cette date du jour la fonction days2nextTalk. D'accord. Ça c'est pas mal utilisé, on l'utilise beaucoup quand on a pris l'habitude de ça, c'est vraiment très pratique. Kotlin crée des wrappers autour de toutes les classes Java. Alors là, il faut imaginer que c'est typiquement ce qu'on a dans les classes utiles. Vous avez un string utile, un date utile, etc. Donc là, vous auriez un date utile qui prend une méthode statique, qui prend en paramètre une local date et qui fait la modification. Donc, le bytecode, ça va être ça. C'est ni plus ni moins qu'une méthode statique qui prend en paramètre, votre objet. Donc, assez basique. Mais ce qui va être intéressant, c'est dans la lecture. La suite. Voilà. Dans la lecture, là, on voit un bout de code Java qui va simplement prendre une string, vérifier si elle est nulle, ou la transformer en chaîne vide, et qui va faire un padding de 10. Et finalement, la façon dont ça se comporte, ce bout de code, c'est que c'est d'abord la partie droite qui est réalisée en premier, hein, qui est d'abord exécuté, ouais. String, voilà, .null to empty, puis ensuite on fait le padding, la partie gauche. Et donc avec les extensions de fonctions, on a derrière un code Kotlin qui fait exactement la même chose, mais qui est beaucoup plus lisible, puisque l'ordre de lecture va être également l'ordre d'exécution. Ici, on prend notre string, on vérifie si elle est empty, et ensuite on fait le padding. Donc encore une fois, en termes de lisibilité du code, on y gagne. Et là, c'est juste aussi pour... l'idée, c'est que dans les librairies standards, ce qui va vous être fourni, vous allez avoir grosso modo pas mal de fonctions utilitaires qu'on trouve dans Guava, par exemple. Et donc, généralement, vous n'avez plus besoin d'avoir une librairie comme ça. C'est-à-dire que vous avez tout ce genre de choses-là qui vous sont fournies par défaut. Là, le MyString peut être nul, s'il y a un nul en Kotlin. Alors, on va voir ça juste après. Justement, un point sur la nullability. Donc, en Kotlin, on va préciser si notre type peut être nullable ou non. Donc ici, on a une string qui est nullable, donc on indique que le type de cette val est string point d'interrogation, pour indiquer que le type est nullable. Si vous ne mettez pas le point d'interrogation, eh bien, vous avez une chaîne qui est non nullable, à qui vous ne pouvez pas, pour le coup, mettre une valeur nullable. Ce sont deux types différents, nullable et non nullable. Si vous avez quand même à l'intérieur, je ne sais pas, vous êtes à l'intérieur de d'une boucle dans votre algorithme et vous êtes sûr qu'à ce moment-là de votre code, votre variable n'est pas nulle, vous pouvez mettre 2 points d'exclamation pour indiquer que la valeur à ce moment-là est non nulle. D'accord ? Mais les 2 points d'exclamation... Et s'ils ont choisi les points d'exclamation, c'est pour que ça pique les yeux en fait. C'est vraiment ça, c'est de dire la null pointer, elle est là quoi mon gars. Donc dans ton code, si tu vois ça, c'est que là tu as une chance d'avoir une null pointer exception. Donc tu prends tes responsabilités, ok, j'accepte à la compilation, mais voilà, ça pique un peu. Donc c'est pour vous forcer à utiliser d'autres mécanismes pour pas écrire ce genre de code là. De la même façon qu'avec les values et les variables, on va d'abord commencer par essayer de mettre des types non nuls par défaut, et puis après on verra si on a besoin d'avoir des types nuls. Mais encore une fois, ça force à écrire un code plus solide. Et ça, c'est quelque chose qui est, dont on ne se rend pas forcément compte au début. C'est-à-dire qu'au début, on vient de Java, on a l'habitude d'avoir tous nos objets peuvent être nuls, quoi. Et après, au fur et à mesure, on change complètement de logique et on dit mais j'ai pas envie de m'embêter pour la suite, donc je veux être sûr, quoi. C'est-à-dire que ça, est-ce que ça a une raison d'être nul à un moment ou à l'autre? Donc non, ça n'a pas de raison. On va être
pousser en fait à utiliser des types non nuls et on ira mettre un type nul quand on en aura réellement besoin. Et pour le coup, on aura le travail qu'on aura à faire de tester si c'est nul, il sera logique parce qu'on avait besoin de ça, parce que ça nous servait à indiquer quelque chose de différent, quoi. Il y a un cas il y a un use case où c'est nul pour une bonne raison. Et, euh, et en fait, on ne se rend pas compte de la puissance ces bouts de trucs là, mais en fait, ça, au fur et à mesure, ça change vraiment votre façon de coder, quoi. On voit donc que il est possible de mettre des extensions de fonctions sur un type nullable. Ça, c'est pour répondre à la question Voilà. juste précédente. Donc là, on voit que sur string point d'interrogation, donc string ou nul, on peut appliquer une extension de fonction qui va vérifier justement si elle est nulle ou empty. D'accord. Qui existe de base d'ailleurs. Oui, oui. Comment on déclare une classe? Comment on crée une classe en Kotlin? Alors, toujours dans un souci d'alléger le code, si vous avez une classe qui n'a pas de... Ça fait tellement de sens, hein, mais qui n'a pas de body, qui ne prend aucun élément en entrée, vous avez simplement de point de déclarer ça. Donc, vous voyez que c'est assez léger. Mais ça ne sert pas à grand-chose, donc on va regarder le deuxième cas. Donc ici, on a une classe simple qui prend un paramètre foo de type int. On lui définit sa valeur par défaut, ici 42. On va également mettre val dedans, qui va permettre d'indiquer que ce foo, on peut l'utiliser comme propriété de notre classe. C'est une propriété. C'est une propriété de notre classe. Et là, en fait, on évite aussi, enfin, avec une seule ligne, on va avoir ce qu'on avait en plusieurs constructeurs avant en Java. C'est quoi? C'est comment une case class en Scala du coup? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Scala, je vais pas me... Tu l'emballes le data class. Oui. Oui, la data class, si c'est très pratique. Si vous avez des informations à stocker, donc vous allez pouvoir créer une data class qui va vous générer par défaut le equals, le hashcode et le toString. Et puis voilà, donc ici une data class dans laquelle on a 3 valeurs. Vous pouvez tout à fait avoir un corps dans votre data class et puis mettre des fonctions. C'est pas limitant. Donc ça, c'est hyper pratique pour structurer. En fait, vous avez besoin d'un objet d'échange entre deux couches, ou faire une API REST finalement, l'écrire sous forme de data class, ça va très vite. En fait, vous pouvez avoir vos contrôleurs et créer en fait votre API directement au niveau de vos fichiers de contrôleurs et en fait la serialisation de vos data class va correspondre à la structure de votre API. Donc ça permet d'aller assez vite. Ça génère les setters et les getters. Oui, là il y a getter, setter, tout ce qui va avec. La classe simple là-haut, elle a un membre qui est immutable, là, c'est un val, c'est ça, c'est immutable. On peut aussi le faire avec des membres mutables ou c'est pas possible? Oui, oui, c'est possible. Sur la classe simple, ouais, on peut mettre bar. Donc ça génère un setter aussi de base Ouais. Ouais. Oui, là, quand vous allez appeler ce code depuis Java, vous allez appeler set foo égale 34. Vous allez passer par le setter. Fonction de haut niveau, pour finir. Donc, le type de retour d'une fonction en Kotlin peut être une fonction. Votre fonction peut prendre en entrée une fonction. Donc, les fonctions de haut niveau ou les closures, on va regarder un petit peu comment ça se déclare. Donc, ici, on a une variable immutable qui s'appelle times2 et dont le type est une fonction qui prend en entrée un integer et qui renvoie un integer. Donc, prend en entrée un integer, on le déclare entre parenthèses, comme on le fait pour une fonction, pour indiquer que l'argument c'est un integer, et la flèche pour indiquer le type de retour. Donc là, la fonction est très simple, donc on a fait comme plus haut, on a mis égal, et on a mis entre accolades le corps de cette fonction. Donc je prends un paramètre que j'ai nommé A, et je retourne 2 fois A, la valeur de retour. D'accord ? Si vous avez quelque chose d'aussi simple que ça, vous n'avez même pas besoin forcément de nommer votre paramètre. Donc on voit en dessous, avec times3,
on n'a même pas ici nommé le paramètre, l'entier qu'on reçoit en entrée, et qu'on utilise simplement le mot-clé it. Donc là, ils ont repris la convention de Groovy. Donc pour quand il y a une lambda avec un seul paramètre, on peut utiliser it. On a vu qu'une fonction pouvait ne rien renvoyer, elle peut aussi bien sûr ne rien prendre en entrée. Donc ici, vous voyez que vous avez votre type de retour qui est une fonction qui ne prend aucun paramètre, donc parenthèse sans rien à l'intérieur, et qui ne renvoie rien non plus, donc type de retour unit, comme ici, on affiche println. Vous voyez en dessous ce que ça permet de faire. Juste ça c'est après comment on appelle, et finalement là, on référence mode variable, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, et c'est l'exécution de notre fonction. Donc ça permet quand même également d'avoir du code qui est assez facile à lire. Là donc on voit en dessous qu'on va enchaîner plusieurs fonctions qui prennent justement des fonctions. Et en termes de lisibilité, on comprend assez bien ce que fait ce petit bout de code. Donc il prend un objet range qui va vous prendre les entiers entre 1 et 25, qui va vous les mapper. Donc là, la closure prend c'est un simple object, transforme ça en un simple object, puis filtrer. Et donc là, ce qui est vraiment, alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, c'est que là en fait, la fonction map, elle prend comme dernier paramètre une fonction. Et quand le dernier paramètre d'une fonction est une fonction, on peut omettre les parenthèses. Donc c'est ce qui permet d'avoir une syntaxe encore un peu plus allégée. On n'a pas, on peut les mettre. S'il les met là, il va pas. C'est quoi ce clavier? Ah, j'ai trouvé. Des copier-coller. Mais comme c'est pas nécessaire, on peut l'enlever, c'est encore plus clair. Et donc là, on voit que, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va enchaîner avec l'inférence de type, tout le support qu'on va avoir au niveau de l'inférence de type, on va enchaîner nos appels, et chaque fois on a la complétion, on est sur le type précis, là, c'est-à-dire que si on appelle foo, c'est parce que ce qui a été renvoyé par ça, c'était un simple object, et le simple object, on avait vu qu'il avait une propriété foo, etc. Donc voilà, on arrive à écrire des choses très concises et très lisibles. Oui, une chose que moi, pas forcément mentionné, je pense que c'était implicite, mais c'est fortement typé du coup systématiquement. C'est très fortement typé, c'est-à-dire que c'est plus typé que Java dans le sens où Java est typé, mais eux ils ont rajouté en plus le type nullable, c'est-à-dire que string et string null, c'est deux types différents. Le compilateur le traite comme deux types différents. Est-ce qu'il y a type chromatique ou... Alors, ils les ont complètement supprimés, c'est-à-dire que là, par exemple, on voyait souvent, on utilise ce int, alors ils ont mis une majuscule et ils l'ont écrit comme notre type primitif. Et en fait, derrière, ce qui va se passer, c'est que c'est au moment de la compilation qu'ils vont choisir en disant, tiens, si c'est un type nullable, le bytecode que je vais générer, c'est du integer object. Si c'est du non nullable, à ce moment-là, le bytecode, je vais taper sur du type primitif. Donc, les performances, quoi, toutes les optimes, le compilateur essaye quand même toujours de choisir. On n'a pas d'overhead sur le bytecode qui est généré, quoi. On arrive à vraiment la même chose. Ouais, c'est à peu près tout. On retourne sur le après. Alors, vous utilisez Wen. Oui. Alors là, on a été obligé au niveau des features, c'est-à-dire que si on fait une présentation que sur le langage, on ira plus loin dans les features. On est obligé de se limiter à un moment, mais oui, on utilise beaucoup les Wen. Alors, ça c'est un exemple de code. À gauche, vous avez du code JavaScript, à droite, vous avez du code Kotlin. Et donc ça, c'est du code JavaScript D3JS, et ça, c'est du code Kotlin Data2Bit. C'est pour vous montrer ce qu'on peut faire en termes de Domain Specific Language, ou vous montrer au niveau des API ce qu'on peut faire. Là, on voit par exemple que sur ce code JavaScript, donc déjà,
il est en JavaScript, donc l'éditeur il peut pas vous aider beaucoup à comprendre ce qu'il est en train de faire. Et là on voit qu'on utilise beaucoup d'appels chaînés en fait, et donc ça va être assez difficile de dire bah tiens là je suis en train de passer un attribut, j'appelle une fonction qui s'appelle width, mais à quel niveau de mon arborescence je me situe quoi, c'est-à-dire que est-ce que c'est le résultat du select all, est-ce que ça m'a créé un objet intermédiaire, etc., etc. C'est assez difficile de comprendre finalement où est-ce que notre code s'applique. Par ailleurs, on voit que là, on est dans un environnement qui n'est pas du tout typé. On voit que par exemple, cette fonction attribut, là, elle est appelée 2 fois. Là, il y a une fois, on peut imaginer que ce paramètre z, c'est un number. Par contre, là, translate, en fait, c'est directement une référence à cette fonction qui elle-même est une string qui nous fait, qui va être évaluée. Donc, écrire du code de data visualisation, par exemple, comme ça, c'est possible, mais vous n'avez pas du tout d'assistance de l'éditeur. Voilà, la productivité que vous allez avoir en écrivant ça, ça va pas être génial. À l'inverse, quand on a un environnement qui est très fortement typé et où on a ces fonctionnalités en fait qui nous permettent, donc là les deux codes font à peu près la même chose, quoi. Grosso modo, ils créent des rectangles, ils changent les couleurs avec une fonction pour changer la couleur, et puis ils déplacent le rectangle en fonction d'un paramètre d'une donnée métier. Là, ce qui va être vraiment intéressant en Kotlin, c'est qu'on va pouvoir créer ce genre de structure où en fait on a, donc là c'est une fonction, on ouvre une accolade et puis en fait ça va pouvoir nous donner beaucoup d'informations sur le contexte dans lequel on se trouve. Et tout ça c'est du Kotlin qui va être parsé et l'éditeur va vous aider, va vous proposer les choses qui sont cohérentes avec l'endroit où vous vous situez. Là par exemple je suis dans une boucle, donc ce for each, ça c'est une fonction par défaut de Kotlin qui vous permet d'itérer sur un itérateur. Là, je récupère ma variable sous la forme de personne. Et puis là, en fait, cette fonction-là, elle s'applique sur mon objet au-dessus, elle va créer un rectangle. Et en fait, là, ce qui va m'être proposé ici, en fait, cette accolade, à ce moment-là, c'est une extension de fonction sur un objet rectangle. Donc, quand je suis ici, ce qui m'est proposé, c'est que ce qui est disponible quand je suis dans un rectangle. Donc le fil qui m'est proposé là, quand je suis en train de taper et que j'écris F, il me propose fil parce que c'est une propriété qui est disponible sur un rectangle. Et puis cette propriété, c'est une couleur. Et donc quand je vais mettre égal, il va me proposer des couleurs. Et si je ne mets pas une couleur, il va me dire non, il va me le mettre tout de suite en rouge. Et donc là, typiquement, je vais partir d'une couleur et puis j'ai une fonction sur l'objet couleur qui me permet de dire bah, tiens je vais changer la couleur en fonction d'un attribut. Là on voit un autre élément assez intéressant, c'est que Kotlin va permettre de créer quelque part des mini DSL qu'on va pouvoir grouper en fait. C'est-à-dire que là quand je déclare ce transform, cette accolade en fait, à ce moment-là je rentre dans un mini DSL. C'est une transformation en SVG ou dans de la data vis. Ça peut être une translation, ça peut être une rotation, ça peut être une déformation, etc. Et en fait, ici, je me retrouve dans un mini DSL que je vais pouvoir utiliser dans différents contextes. Et en fait, en data vis, c'est particulièrement intéressant parce qu'on a plein de ces mini DSL. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, des mini DSL pour faire de la sélection. Imaginez les query selector en CSS. C'est un mini DSL, c'est-à-dire le fait de prendre un enfant d'un certain type, etc. Et puis après, appliquer un style, c'est aussi un mini DSL. Comment est-ce que je peux travailler sur changer une fonte, changer une taille, etc. Donc c'est là où le langage va être extrêmement intéressant pour permettre d'écrire du code qui va être lisible et compréhensible. Des questions là-dessus? Non? Ok, alors, commençons la partie multiplateforme. Donc en Kotlin 1.0, il y avait cette partie-là, c'est-à-dire du Kotlin qui, donc des fichiers .kt qui, une fois compilés, donnaient du bytecode, donc des fichiers .class. En version 1.1, donc ça c'était 2017,
ils ont dit, OK, maintenant vous pouvez utiliser Kotlin.js en prod, ça fonctionne, c'est OK. Et donc, on avait la possibilité d'avoir des fichiers .kt qui étaient compilés sous la forme de fichiers, qui étaient transpilés plutôt, en fichier JavaScript. Donc là, pour un module Kotlin, en fait, on a un fichier JS qui est généré. Et en fait, depuis la version 1.2, donc depuis novembre, ils ont introduit ce nouveau type de module, et c'est un module qui s'appelle Common, dans lequel vous allez avoir vos fichiers .kt, et ces fichiers ne vont pas être compilés tout seuls, en fait. C'est une fois que ce module commun, en fait, va être importé sous forme d'une dépendance spécifique par une autre partie de projet, c'est à ce moment-là que le code KT qui est ici va être compilé dans la plateforme cible. Donc si vous avez un common, mais que finalement il n'est pas utilisé, dans le JVM, cette partie-là ne va pas être compilée. On avait vu qu'on pouvait facilement interagir avec du code Java. Est-ce que c'est la même chose pour le JavaScript? C'est autant facile. On va voir ça juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mécanisme? Donc voilà, on a déjà cette notion de module. Et après, on a cette possibilité, on a deux mots-clés qui apparaissent, qui sont expect et actual. Donc le expect, vous allez pouvoir mettre dans un module commun ce mot-clé expect pour dire, en fait, cette fonction-là, dans un module commun, j'arrive pas à l'implémenter. C'est-à-dire que faire un random en module commun, je sais pas faire. Donc par contre, j'attends l'implémentation dans la plateforme cible. Et donc, quand vous allez avoir dans votre plateforme cible, quand vous allez utiliser ce module-là, vous allez devoir donner l'implémentation de random. Donc l'implémentation, elle est assez simple. Finalement, elle s'appuie juste sur l'environnement, sur la JVM, pour appeler le random de la JVM. Et puis l'implémentation côté JavaScript va être à peu près la même chose. Et ce système de expect et actual fonctionne aussi pour des classes. C'est-à-dire que vous avez des classes, vous allez dire carrément toute l'implémentation de cette classe, elle sera définie sur mes modules cibles. Donc là, je définis une classe date, et finalement, les implémentations, je les fournis dans chacun de mes modules. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a de disponible pour coder? On a d'abord le langage. Alors, j'indique le langage de manière différente parce qu'il y a des petites variations en fait dans le langage. On va y revenir juste après, je vais vous montrer des exemples. Et ensuite, ce qui vous est fourni pour développer, c'est la librairie standard. Et en fait, la librairie standard, elle se compose d'une partie qui est common et après de parties spécifiques pour chacune des plateformes. Donc on voit que sur la partie common, on a pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On n'a pas grand-chose sur la JVM. Alors si on n'a pas grand-chose sur la JVM, c'est parce que dans la JVM, en fait, on a accès déjà à toute la JVM. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose à rajouter finalement sur ces packages-là. Et là, justement, le mécanisme pour interagir avec l'environnement JavaScript, il s'appuie sur le fait de fournir en fait les définitions des objets qui sont disponibles. Je ne sais pas si vous avez fait du TypeScript, mais il y a ces objets définitions, c'est la même chose. Et donc en fait, vous allez avoir des external classes, des external interface, etc. Et donc ça, finalement, tous ces packages-là, c'est ce que fournit Kotlin pour accéder à ce qui est disponible dans un environnement JavaScript standard. Donc toutes les API que vous avez quand vous êtes dans le navigateur, le DOM, etc., etc. Après, ce qui est aussi assez intéressant, une librairie standard qui est fournie par Kotlin, c'est la librairie de test qui vous permet d'écrire du test commun et qui va pouvoir être testé dans deux environnements. On va y revenir après. Donc ça, c'est un petit exemple de limitation qu'on a au niveau du langage. On aime bien avoir des noms hyper explicites quand on écrit des tests. Donc typiquement, écrire ce genre de choses-là, on peut le faire, ça s'affiche bien au moment de l'exécution.
Et ben, le problème, c'est que JavaScript dit non, ouais, moi je ne prends pas, j'accepte pas les espaces dans un nom de fonction. Donc là, au moment où vous allez avoir ce code-là, en fait, vous avez c'est le compilateur qui va vous dire ça marche pas. Donc il y a une limitation JavaScript qui va venir dans votre code commun. Alors, vous avez la possibilité de contourner ça en rajoutant une annotation pour dire finalement le nom que tu vas utiliser quand tu vas faire ta transpilation, tu ne vas pas utiliser ce nom-là, et tu vas utiliser ce nom-là. Par contre, cette annotation n'existe pas en common. Donc voilà, il y a des petites bidouilles à faire quand on veut aller sur des fonctionnalités assez avancées du langage. Là, c'est un autre exemple. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en Kotlin, c'est dire ma classe implémente une interface, en fait. Implémente une... comment dire, elle va répondre à cette signature, et ce qui est assez intéressant, je vais l'instancier comme une classe, mais elle va se comporter comme une fonction. En fait. D'accord ? Donc ça, on va considérer que c'est une fonction qui prend un double et qui renvoie un double. Et c'est assez intéressant quand vous avez une fonction que vous voulez paramétrer, vous la créez en passant des paramètres, et après vous allez l'utiliser vraiment comme une fonction. Mais ça, c'est pas possible dans JavaScript. Donc voilà. À la marge, vraiment à la marge, vous pouvez avoir ce genre de limitation. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Alors, premièrement, c'est le comportement, le code, etc. Ça, par exemple, c'est le même code qui est exécuté en common, qui s'appuie sur notre librairie qui a l'essentiel de son code en common. Et en fait, là, on est à l'intérieur d'un navigateur. Là, on est à l'intérieur, on est en JavaFX. Et on n'a vraiment eu aucun problème de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on avait des rendus au pixel près. Tout fonctionnait de la même façon. Y compris pour la partie mathématique, ce qui était un peu rassurant. Mais quand on sait quand même que les mécanismes sont pas forcément les mêmes, on n'a pas eu de surprise de ce côté-là. Autre élément intéressant, c'est que d'avoir la librairie standard quand on est dans un environnement JavaScript, c'est pas mal. C'est-à-dire que ça vous fournit quand même pas mal de fonctionnalités. Quand vous allez travailler sur vos listes, les filtrer, etc., vous allez écrire très rapidement un code facile à lire, vous n'êtes pas tout nu. Ça, on l'a pas trop utilisé pour le moment. Les coroutines, c'est un mécanisme qui permet de traiter du code asynchrone comme si c'était du code synchrone. Donc ça permet d'éviter tout ce qui est callback L, etc. Donc ça va être une grosse... ça va avoir beaucoup d'impact quand vous pensez à RX Java, etc. Il est probable que ça va simplifier beaucoup tout ce type de programmation. Ça, c'est aussi un élément qui a été très intéressant pour nous, c'est la partie test. C'est-à-dire qu'on a des centaines de tests et d'écrire une seule fois nos tests et de les exécuter dans 2 environnements différents, c'est quand même hyper confortable. Donc notre intégration continue, elle, d'un côté, elle utilise Karma, Mocha, etc. Et de l'autre côté, elle utilise JUnit pour faire les tests. Donc ça, c'était aussi un élément qui était assez intéressant. C'est qu'en termes de performance, on a eu vraiment des performances qui sont intéressantes. Là, si on est sur cette partie-là, c'est une partie de notre framework qui travaille sur les forces et qui permet d'appliquer des forces sur des particules. Donc vous avez des forces radiales, vous avez des différents types de forces. Et voilà, on commence à travailler sur beaucoup de particules. Donc le nombre de calculs qui est fait est quand même assez important. C'est pas mal de voir que ça tourne bien, aussi bien en environnement JS qu'en environnement JVM. Et on s'est rendu compte qu'on avait des algos qui étaient assez poussés, etc. Et que vraiment, quand on faisait attention, l'overhead était quand même très faible. On peut facilement
à se prendre un 40% si on n'a pas fait attention, mais après on peut revenir à un overhead de 5%, 10%. Ça c'est la partie module géographique, donc là vous imaginez le nombre de points, et pour la projection, en fait tous les points à chaque frame sont recalculés en fonction de la position de la Terre. Alors ça, c'était aussi un élément hyper intéressant, c'est le pourcentage de code commun. C'est-à-dire que nous, en structurant bien notre code, on s'est retrouvé finalement avec très peu de code spécifique. Donc toute notre librairie de data visualisation, l'essentiel est situé dans la partie common. Et finalement, on n'a que la partie spécifique, elle représente à peu près 5%. Donc c'est pas important. Les limitations actuellement, il manque des librairies, il manque des fonctions, des fonctionnalités de base. Aujourd'hui, les dates, il n'y a pas de librairie commune de dates common de dates en Kotlin. C'est-à-dire que sans date, c'est quand même pas hyper pratique de coder. Donc voilà, ils sont en train de travailler dessus. Partie serialisation, il y a un framework de serialisation qui est en common, mais qui n'est pas aussi poussé que ce qu'on pourrait avoir en Jackson par exemple. Ce serait intéressant d'avoir des librairies common HTTP par exemple, pour avoir du code commun qui fait ses appels, qui gère toute sa partie réseau indifféremment, que ce soit sous Android ou que ce soit dans un navigateur web. Il y a un package IO? Oui, dans le common, tu mettrais quoi dedans? Je sais pas, il faut qu'on l'a vu avant. S'il y en avait un dans Kotlin. Ouais, mais là, ça va être vraiment des éléments de base, travailler sur des writers, des readers, des machins, des trucs comme ça. Okay. Surtout ça. Après, ce qui n'est pas disponible en common, c'est-à-dire que c'est juste que vous allez être obligé de le faire 2 fois. Mais finalement, souvent, c'est assez simple de le faire 2 fois. Mais vous vous retrouvez avec un bout de code qui va s'occuper de faire votre appel réseau, par exemple. Alors, maintenant, dans quel use case on peut envisager d'utiliser Kotlin et cette Kotlin multiplateforme? Donc, il y a ce premier cas qui est un cas assez simple où on va dire, bah, tiens, finalement, j'ai des clients qui sont codés en Kotlin, serveurs codés en Kotlin, et puis finalement, je vais avoir une partie common que je vais utiliser entre mes couches. Et donc, je ne vais pas avoir à redupliquer mon code, du code de transfert, des règles métiers, mais on n'ira pas forcément très loin. Le code réutilisé ne sera pas forcément énorme. Après, on a celui-là qui peut être assez intéressant, c'est-à-dire finalement, sur un code client, je peux avoir pas mal de choses qui sont communs, et que je sois dans une appli JavaScript ou que je sois dans une appli Android, finalement, je peux avoir pas mal de logique, et si on se positionne sur des clean architecture, ce genre de choses-là, on peut avoir une portion de code non négligeable qui va être du code commun. Et donc là, ce code-là, une fois il sera transpilé, il sera utilisé dans mon application JS, et une fois il sera utilisé dans mon application Android. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. C'est le fait de dire, aujourd'hui, on a pas mal d'applications qui sont des applications single page en JS, mais qui fonctionnent de la partie SEO et ne fonctionnent pas forcément très bien. La partie, et on se dit, ce serait intéressant d'avoir une version statique, mais qui soit présentée de la même manière. Et donc, votre code, la partie qui va générer le HTML finalement, ça peut tout à fait être une partie common qui va un coup être utilisée par l'application client en JS et de l'autre côté qui va être utilisée côté serveur pour générer vos fragments de HTML et faire vos pages statiques. Et puis, le gros truc qui arrive, c'est ça, c'est Kotlin Native. Donc là, ça fait 1 an et demi qu'ils travaillent dessus. Donc c'est la possibilité de coder, de compiler vos applications en natif, donc LLVM, etc. et de les déployer sur
desktop, sur Raspberry Pi et sur iOS. Et donc là, et ben on va pouvoir aller sur ce genre de scénario-là, où en fait, on va pouvoir partager une bonne partie de code entre une appli iOS et une appli Android. Alors là, ça va être assez intéressant, puisque là, il y a Google en ce moment il y a Flutter, l'équipe Dart qui réapparaît avec Flutter en proposant une façon de faire des applications à la fois pour Android et à la fois pour iOS en utilisant Dart. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, nous, notre retour d'expérience, c'est quand même de dire, attention, on est sur des choses qui sont plus complexes que quand on fait du multiplateforme, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que chaque plateforme vient avec sa propre complexité. Quand vous montez un build quand vous montez vos tests JS, vous frappez toute la chaîne JavaScript avec l'intégration et continue JavaScript, etc. Vous allez prendre ça plus que vous aviez déjà sur une partie JVM. Donc, de ce côté-là, on ne simplifie pas, quoi. On additionne les complexités. Il y a aujourd'hui, il manque encore certaines librairies. Alors, c'est aussi une opportunité parce que donc nous, on crée cette librairie parce qu'on pense que ça a du sens. Mais quelqu'un qui aujourd'hui veut faire l'open source, on est dans un écosystème qui bouge bien, qui est assez vivant. Il y a des choses à faire, quoi. Mais ça vaut quand même vraiment, pour nous, ça vaut vraiment le coup. Si on avait dû développer deux fois ce qu'on a fait, une fois en JVM et une fois en JS, on n'aurait pas mis ce temps-là, quoi. C'est-à-dire que, et encore, nous, on est parmi les premières grosses librairies multiplateformes. On est parmi les premières librairies multiplateformes. Donc, on s'est pris tous les problèmes les uns après les autres. Mais même avec ça, on a été plus rapide que si on l'avait fait deux fois. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre si vous voulez voir un projet multiplateforme qui est assez gros. Vous allez sur notre GitHub, donc Data2Biz. Vous allez voir, le projet il est assez gros, il y a à peu près 15 minutes de code sur la partie 15 minutes de code plus la même chose à peu près en test. Donc ça permet déjà de voir des configurations qui sont déjà assez complexes. Mais comme il y a beaucoup de modules, ça vous permet aussi d'aller sur des éléments simples. Les exemples que vous avez vus en ligne, vous pouvez directement sur la page, vous cliquez là, ils sont déployés sur GitHub, donc vous pouvez les voir. Et puis après, si vous avez besoin de conseils, s'il y a des amis à vous qui ont besoin de conseils en Kotlin et qui veulent participer à financer une jeune boîte qui a besoin d'argent pour commencer, n'hésitez pas à parler de nous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Gaëtan, merci Pierre. Je tiens juste à vous dire qu'il y a un petit apéro qui va être servi, donc restez là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez aux speakers ou aux différentes personnes présentes. Merci encore à vous deux, et puis bonne soirée à tous. Merci. Si vous pouvez aider à ranger juste les...